Aujourd'hui, effectivement, on a la chance d'avoir Euclès, donc, qui est une marque de DocaPost, qui va nous parler, effectivement, spécialisée dans tout ce qui est dématérialisation des flux, des factures, entrant, sortant. Mais Émilie et Jérémy vous en parleront encore mieux que moi. Et bien sûr, le groupe TBC, qui, lui, est un concessionnaire à Euclès aussi, et spécialisé dans la gestion électronique des documents. Donc, messieurs, dames, je vous laisse la parole. D'abord, je voulais, au nom de tout TBC, remercier la CCI du Tarn de nous donner cette opportunité d'aborder un sujet aussi important que la dématérialisation des factures. C'est une problématique à laquelle sont confrontés tous nos clients aujourd'hui. Donc, merci pour cette opportunité. Merci à vous tous qui êtes présents, de prendre le temps de passer un moment avec nous sur ce sujet-là. Et puis, merci à Émilie et à Jérémy de Claes, qui sont nos partenaires sur cette activité depuis un moment, depuis plusieurs années, de prendre le temps de présenter ces enjeux aux adhérents de la CCI sur le Tarn. Nous, TBC, on est concessionnaire Xerox depuis des années, depuis 20 ans. On couvre le Tarn, l'Aveyron, une partie du 31 sur Revel, par exemple. Et une grosse partie de notre activité depuis plusieurs années est engagée sur l'accompagnement de nos clients et prospects sur la transition numérique. Donc, que ce soit la GED qui permet d'archiver, de classer, de facilement retrouver des informations sur un site au même endroit, centralisé, auquel on peut accéder de loin, si on est nomade, de façon sécurisée. Il y a toutes ces questions-là abordées. On les accompagne avec la solution Euclès de GED parce que c'est notre partenaire. On n'en a pas 10, on n'a que Euclès. On a fait le tour du marché et on a considéré que c'était la plus simple à utiliser et à proposer et à utiliser après quand elle est installée. Et puis, il y a évidemment la dimension qui l'accompagne, très importante, de la dématérialisation des factures, d'où le sujet d'aujourd'hui. Voilà, donc merci à vous d'être là, merci à Euclès, merci à la CCI de donner cette opportunité. Et on va laisser, avec Pierre-Olivier, nous allons laisser la parole aux spécialistes de Claes. Émilie, je pense que c'est à vous. Merci Laurent, merci à tous, merci Lilian. Donc effectivement, Jérémy et moi-même sommes consultants solutions pour Euclès avec des rôles chacun un petit peu différents. Jérémy, responsable de réseau donc en région, hein, il va se présenter aussi après. De mon côté, je suis consultante sur le marché du numérique, notamment pour la partie facturation électronique, mais pas que. Et on est ravis de co-animer aujourd'hui cette présentation tous ensemble. Enchanté tout le monde. Et donc, pour aller dans la continuité de ce qu'a dit Émilie, moi, je suis, comme Émilie, je fais partie de la structure Euclès, voilà, entreprise, structure du Var, hein, on en est fiers. Mais moi, je suis le référent sud-ouest de la France, je suis basé à Toulouse. Et donc, c'est moi qui m'occupe également d'accompagner toutes les structures et donc TBC qui se situent dans le Tarn. Donc, aujourd'hui, l'objectif, ça va vraiment être de vous apporter de l'information sur la facture électronique. On va intervenir mutuellement avec Émilie. Et à la fin, s'il y a des éléments sur lesquels on n'a pas été suffisamment clair, on vous invite à nous poser des questions. Hein. De toute manière, pendant le déroulé, vous pourrez le faire dans le fil de discussion et on prendra à cœur d'y répondre. Voilà. Si c'est bon pour vous, Émilie, je vais pouvoir lancer. Je te laisse partager ton écran, effectivement. Et le temps que tu partages ton écran, petite précision, Euclès, donc on est un éditeur de solutions français qui a plus de 15 ans maintenant d'expérience sur le marché de la dématérialisation. Et comme vous l'avez vu, on a rejoint le groupe DocaPost, qui n'est ni plus ni moins que la filière numérique de la Poste. Voilà. Pour nous resituer. Pardon, ça ne m'a même pas mis sur la première. On est bon? On est bon. Super. Donc aujourd'hui, le sujet, vous le savez, c'est pour ça que vous êtes inscrits, c'est la facturation électronique et la dématérialisation de vos factures. Donc loi finance qui était à la base prévue pour cette année, 2023, et qui a été un petit peu décalée, notamment avec le Covid, sur l'année prochaine. Donc première échéance en juillet 2024 et avec un calendrier qui a été défini et que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Super. Donc, du coup, l'objectif du jour, pourquoi on va parler de la facture électronique, c'est parce qu'il va y avoir quand même des évolutions qui sont réglementaires, de nouvelles obligations pour les entreprises, des éléments à retenir qui, dès maintenant, vont faire foi et des dispositions organisationnelles.
Donc, les évolutions réglementaires de la facture, ça va être bientôt une obligation pour toutes les entreprises. On parle du calendrier, on va le voir juste dans la slide d'après, à partir de juillet 2024 pour les plus grosses entreprises, mais pour toutes les structures assujetties donc à la TVA, toutes les entreprises françaises vont devoir être dans la capacité de réceptionner les factures de façon électronique. C'est ça. Du coup, pour reprendre Émilie, effectivement, là, on le voit, la loi 11 de 2020 prévoit que à juillet 2024, une obligation pour toutes les grandes entreprises de recevoir, les structures de recevoir les factures électroniques. Par contre, l'émission de ces factures devient obligatoire à partir de cette même juillet 2024. Par contre, à partir de janvier 2025, ça devient une obligation, comme tu l'as dit, pour les entreprises de 205 à 5000 salariés. Et seulement à partir de juillet 2026, là, la facture électronique va devenir obligatoire pour toutes les structures. L'objectif, il est simple, c'est de renforcer la compétitivité des entreprises, amener une réduction des coûts sur le traitement des factures et des délais de paiement, un objectif qui est clair, autour de 4,5 milliards d'euros, c'est pas rien. Et c'est aussi le but d'aller lutter contre la fraude à la TVA. À terme, c'est quand même de simplifier cette déclaration de la TVA et d'améliorer la connaissance en temps réel des entreprises. Absolument. Alors, excusez-moi, juste un petit point. On a un petit problème de son, Jérémy, parce que ça, quand vous parlez, il y a un petit souci, donc je préfère vous le dire. C'est très haché. Donc, je ne sais pas comment on va pouvoir corriger ça, mais voilà, je tenais à vous le signaler. D'accord. Moi, je vous entends correctement de mon côté. Là, ça a l'air d'aller un tout petit peu mieux. Je te laisse regarder ton son de ton côté. La réglementation du coup en synthèse, les grandes lignes. Grandes lignes qu'on va aborder un peu plus dans le détail dans les slides après suivantes. Donc, dans un premier temps, l'obligation, vous l'avez compris, de transmettre vos factures de façon électronique entre les assujettis B2B français. Donc, pour toutes les entreprises assujetties à la TVA, entreprises françaises, on va être obligé de se transmettre des factures de façon électronique. Non plus par mail. Aujourd'hui, on a déjà commencé pour certaines sociétés à se transmettre nos factures de façon électronique via un PDF par mail, par exemple. Ça ne sera plus possible. Donc, on va mettre en place, l'État va mettre en place, les finances publiques, un portail, une plateforme nationale d'échange qui sera basée sur Chorus Pro. Peut-être que certains connaissent déjà la plateforme Chorus, qui est la plateforme utilisée pour tout ce qui est collectivité publique, échange de factures. C'est ce qu'on va appeler le PPF, donc terme qu'on va reprendre finalement tout au long de cette présentation, donc le portail de finances de facturation. On aura deux types de plateformes possibles, soit ce fameux PPF, soit une plateforme qui sera des plateformes privées, des portails en fait de facturation privée partenaires. Obligation de transmettre également des données structurées avec de nouvelles données obligatoires. Ce sont les données qui figurent sur les factures. Ça concerne les données du fournisseur, mais également du client. Ça part par le SIRET, par d'autres informations obligatoires qu'on va détailler un petit peu plus tard aussi dans cette présentation. Donc, ces données structurées qui vont devoir avoir un format particulier. On reviendra sur ces formats, mais il va s'agir du XML, de la facture X. Vous avez dû certainement entendre déjà beaucoup parler de ce type de format. On va le détailler un petit peu tout à l'heure. Et le format également IBM. En parallèle de tout cela, également, la transmission des statuts de traitement des factures par les partenaires et informations sur l'encaissement. Donc, idem, l'administration fiscale a prévu un certain nombre de statuts qui sont donc le cycle de vie en fait, de la facture. Certains ne seront pas obligatoires. Donc, on aura une dizaine qui ne seront pas obligatoires et on aura 4 statuts, quant à eux, qui seront obligatoires. Ce seront les statuts déposés, rejetés, refusés et encaissés. Et enfin, le e-reporting. On sera également dans l'obligation de transmettre à l'administration fiscale un document, un reporting en fait, pour tout ce qui est entreprise B2C, donc particulier, toutes les factures qu'on va faire à nos particuliers, mais également toutes les factures que l'on émettrait pour des entreprises qui seraient à l'étranger. Donc l'État a tout prévu. On va également avoir cette partie-là à transmettre via le portail des finances publiques, donc le PPF. Émilie, vu qu'il y a un souci de son, est-ce que je peux te laisser continuer pour l'instant? Oui,
bien sûr, pas de souci. Super. Donc, on a fait aussi le choix aujourd'hui de vous présenter finalement des parcours de factures qui peuvent être projetés à l'avenir. Donc, dans un premier temps, on va prendre l'exemple d'un fournisseur A qui veut transmettre à son client A également une facture. Ces deux entités, le fournisseur et le client, ont fait le choix de conserver le portail public de facturation, le PPF, pour échanger mutuellement. Ils pourront échanger leurs factures en passant notamment par un OD, donc un opérateur de dématérialisation. On va voir un petit peu plus tard ce que c'est. Donc, on prend la facture, on la transmet au PPF, donc on se connecte sur la plateforme, on dépose notre facture. Le PPF va transmettre les informations à l'administration fiscale et en parallèle, le client va pouvoir être averti qu'il a une nouvelle facture sur sa plateforme qu'il va pouvoir récupérer les statuts. Il pourra ou non également avoir un opérateur de dématérialisation, un OD, pour récupérer ses factures de manière automatique ou bien il se connectera tout seul. Donc ça, on va dire que c'est le schéma classique de deux entités qui ont fait le choix de passer par la plateforme des finances publiques, donc de l'administration. Deuxième cas, un second fournisseur qui souhaite envoyer sa facture à un autre client. Ces deux-là ont décidé, quant à eux, de s'équiper de la plateforme de dématérialisation partenaire. Le fournisseur, le vendeur, a sa propre plateforme. L'acheteur, le client, a également sa propre plateforme. Le fournisseur va pouvoir envoyer sa facture. Elle passera du coup à la plateforme PDP via un OD, encore une fois, ou non. La facture ensuite va transiter vers le PPF qui transmettra les informations du coût réglementaire à l'administration fiscale. Ça communiquera également avec le PDP de l'acheteur qui transmettra à son tour à son client la facture via un opérateur de dématérialisation, un OD également ou pas. Donc ça, c'est le cas numéro 2. Et enfin, cas numéro 3, le fournisseur, par exemple B, souhaite envoyer au client A une facture. Le fournisseur B, qui est tout en haut, a une plateforme privée partenaire. Le client A, lui, quant à lui, pas du tout. Il a fait le choix de rester connecté avec Chorus et aller lui-même sur la plateforme de l'administration fiscale. Dans ce cas-là, le fournisseur va envoyer à son PDP qui enverra via la plateforme Chorus et le client récupérera via Chorus sa facture. Dans tous les cas, les informations sont transmises ensuite par l'administration fiscale et vous l'aurez compris, le PPF va faire office finalement de réception, émission et de transmission vers l'administration fiscale. Donc, les termes qu'on emploie aujourd'hui. Jérémy, je te laisse Tu veux que récupérer j'essaye, la main. Émilie, voir si vous Oui, m'entendez? essaye. Vous m'entendez mieux là maintenant Il ou pas? semblerait que oui. D'accord. Donc, si ce n'est pas le cas, vous m'arrêtez, vous me le signalez. Du coup, pour reprendre un petit peu les termes qui ont été évoqués par Émilie, notamment celui d'opérateur de dématérialisation, son rôle, ça va être d'être en charge de récupérer les données de facturation dans le format défini avec son client. Et ses missions, ça va être de dématérialiser les factures, les transmettre via le portail public de facturation, donc les PPF, ou par une plateforme de dématérialisation partenaire émettrice. Donc, du coup, là, on va être sur les PDP. Alors, le PDP, la plateforme de dématérialisation partenaire, elle est plateforme, c'est une plateforme qui a fait l'objet d'une procédure d'immatriculation par l'administration pour une durée de 3 ans renouvelable. Seule une PDP sera habilitée à assurer toutes les fonctionnalités prévues par la réforme en matière de facturation électronique et de e-reporting. Et après, il y a la transition fiscale, donc là avec le PPF que je vais laisser Émilie présenter. Exactement. Et petite précision pour les plateformes de dématérialisation partenaires, aujourd'hui c'est en cours, donc tout le monde ne pourra pas être PDP. Il y a donc cette procédure d'immatriculation et d'évaluation par l'administration fiscale. À l'heure où on se parle et où on fait cette présentation, les procédures d'inscription sont encore en cours et il y aura environ une vingtaine de plateformes de dématérialisation partenaires qui sont prévues par l'administration fiscale et on ne pourra passer que par ces plateformes-là. Le PPF, donc portail public de facturation, c'est ce qu'on connaît assurément Chorus demain, c'est l'acteur finalement principal du dispositif mis en place. C'est un dispositif qu'on appelle en Y par rapport au format et au schéma qu'on vient de vous présenter juste avant. Le PPF va reprendre l'ensemble des fonctionnalités de Chorus Pro pour la facturation à la sphère publique collectivité que l'on connaît déjà.
donc l'envoi des factures vers les collectivités et également demain vers le B2B. Donc, toutes les entreprises pourront bénéficier de ce service gratuitement et donc se connecter pour déposer sa facture et faire en sorte du coup que la facture soit acheminée au destinataire tel qu'il faut que ce soit fait. Toutes les données issues des obligations d'e-voicing et e-reporting auxquelles sont soumises les entreprises pourront remonter au service de l'administration fiscale. Donc ça, c'est le principe du PPF. Super. L'impact sur les entreprises, donc deux volets, la production des factures clients, donc émission des factures aux clients et également la réception des factures fournisseurs. Donc vous l'avez compris, nouvelles données réglementaires à prévoir dans ces factures. Il va falloir notamment s'organiser en amont pour préparer son ERP et faire apparaître sur sa facture des informations qui sont donc les informations obligatoires qu'on va voir ensuite. Donc ça, c'est déjà ce que l'on peut faire à partir d'aujourd'hui. Donc par rapport à cette loi, la première étape, c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est s'informer pour ne pas être notamment pris au dépourvu, puisque vous l'avez compris, il y a une partie qui va être obligatoire dès juillet 2024, malgré le calendrier pour toutes les entreprises en termes de réception. Donc, il faudra être prêt aussi pour cette partie. Et on pourra également s'organiser donc avec ces données réglementaires à commencer à les faire apparaître sur son ERP. Accompagné par la plateforme, l'administration fiscale va mettre en place un annuaire pour ces données d'identification client, un annuaire avec les différentes sociétés émettrices de factures, assujetties à la TVA, qui va répertorier finalement les différents SIRET et les différents modes de réception des différentes entreprises. Donc, de notre côté, on va également devoir enrichir nos systèmes avec ces différentes informations. L'administration a également défini un ensemble de cas de facturation. Donc, ce sont les processus de facturation des nouvelles données. On en a déterminé 37. Donc, il y a le cas simple, une société, comme on l'a montré tout à l'heure, une société qui va envoyer une facture à son client sans intermédiaire. Par contre, parfois, les process de facturation sont bien plus complexes. Il peut y avoir des tiers. On peut avoir donc différentes procédures et l'État en a répertorié 37. Donc, il va falloir notamment prendre connaissance de ces processus pour savoir comment on transmet sa facture, à quel moment, à qui, avec ces différentes données. Ensuite, on aura donc la transmission de données structurées avec les factures. Les données structurées, ce sont les données qu'on va voir ensuite, qui vont être transmises avec la facture. Pourquoi on dit que c'est transmis avec la facture et pas sur la facture? Parce que les formats prévus sont des formats particuliers de facture. C'est pour ça qu'on ne parle plus d'un PDF classique et que l'on doit passer par un système qui va transformer finalement notre facture. Les trois formats sont donc de l'XML, de l'UBL et de la facture. Le principe est simple, c'est un document PDF tel que vous connaissez aujourd'hui, mais qui sera accompagné d'un fichier qui contiendra ces données structurées, qui ne seront pas forcément finalement compréhensibles à l'œil humain, en fait, mais qui seront donc récupérés en automatique par l'administration fiscale, donc par les systèmes. La transmission du e-reporting pour toutes les transactions. Donc là, on est dans le cas où on va facturer et envoyer une facture à un particulier ou à une entreprise à l'étranger. Il faudrait également prévoir cette partie-là. Et cette partie-là, soit on va devoir le faire nous-mêmes, mais en tout cas, le PPF ne va pas prendre en compte cette partie. C'est-à-dire qu'on va devoir leur transmettre les informations, mais le PPF ne sera pas en capacité et ne prendra pas cette partie. Il faudra passer par un PDP. Évidemment, plus de format papier. Il va falloir donc s'organiser pour prévoir son archivage électronique. Alors, le PPF, bien sûr, conservera sa facture pour une durée de conservation de 6 ans. C'est l'opposabilité par l'administration fiscale. Et en passant par une plateforme partenaire, les factures seront bien souvent conservées pour une durée de 10 ans. C'est le délai d'opposabilité par un tiers. Donc, s'organiser également en amont pour prévoir une solution d'archivage électronique, puisque le format de base sera du format électronique. Et enfin, la transmission d'informations d'encaissement des factures. Donc, c'est ce qu'on appelle notamment les informations du cycle de vie de la facture, qu'on va retrouver également côté réception des factures fournisseurs. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont les statuts. Tous ne seront pas obligatoires, mais conseillés, notamment pour fluidifier et simplifier les relations entre fournisseurs-clients, notamment en cas de souci ou litige sur une facture. Donc ça, c'est le côté production des factures clients. Côté réception facture fournisseur, eh bien, évidemment, réception des factures au travers d'un nouveau canal. On ne pourra plus envoyer du papier, on ne pourra plus envoyer du mail classique et donc des informations informatiques à intégrer avec le reste des factures. Idem, transmission du e-reporting
des factures à l'international, production aussi des cycles de vie de la facture, les fameux statuts encaissés, rejetés de ces factures, refusées ou déposées, mise à jour bien évidemment de l'annuaire que j'évoquais tout à l'heure et également la partie d'archivage électronique en réception. Nous devons aussi être en capacité d'archiver électroniquement les factures qui vont nous être envoyées. Donc ça, ce sont les impacts sur les entreprises à partir de juillet de l'année prochaine. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant? Jérémy, qu'est-ce qu'on peut prévoir dès aujourd'hui pour commencer à s'organiser en vue de cette fameuse loi finance? Et bien justement, pour l'instant, on peut commencer à inventarier les outils utilisés dans l'organisation. On peut commencer déjà aussi à contrôler les correspondances attendues en matière de contenu et de format pour rester à jour et informer les collaborateurs comptables des évolutions qui sont en cours et donc qu'on est en train de voir aujourd'hui. Maintenant, il faut de toute manière continuellement s'informer sur les services existants et leur veille de correspondance qui vont correspondre pour demain. Voilà, donc on a entendu parler de format de facture avec des obligations de mention dedans. Il y en a 16 des mentions obligatoires intégrées dans la facture du client pour que ça soit pris en compte par Chorus Pro. Et là, on va voir les points ensemble. À droite, vous pouvez voir une facture. On va regarder, effectivement, on vous les a énumérés, ces 16 points. Le premier, c'est donner l'information du type de facture. En second, on va arriver sur le numéro de la facture. On doit aussi retrouver la raison sociale du destinataire, la date, le SIRET du destinataire, le code service exécutant destinataire, numéro engagement juridique du destinataire, raison sociale de l'émetteur, pays émetteur, numéro de TVA de l'émetteur, le SIRET également de l'émetteur. On va retrouver aussi le montant hors taxe classique, la TVA, le total de la facture, la devise, bien évidemment, et le net à payer. Quelle que soit la solution vraiment utilisée, il faudra qu'on retrouve à chaque fois ces 16 mentions obligatoires sans que la facture soit prise en compte par Chorus Pro. Enfin, sans ça, on ne pourra pas du tout le prendre en compte. Donc, c'est vraiment important. Et quand on parle effectivement de nouveaux prérequis, on parle de ça. Voilà. Ici, Émilie, sur les nouveaux termes qu'on va connaître, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement le invoicing et le e-reporting? En quoi ça consiste? Absolument. Donc, le e-voicing, c'est tout simplement le terme qui correspond à l'envoi des données d'une facture de manière dématérialisée. Voilà. Pas plus finalement compliqué que cela. On appelle ça donc le e-voicing, uniquement pour les ventes, encore une fois, entre professionnels en France, donc B2B en France assujettis à la TVA, grâce à un flux d'informations. Ça représente donc la fin du papier pour remplacer ce papier par l'utilisation d'un fichier structuré. Les formats acceptés donc, sont ceux dont je vous parlais tout à l'heure, l'UBL, le C2I, donc XML, ou le format FactureX, qui se présente, comme je disais, sous un format de PDF lisible lorsque nous, on va pouvoir ouvrir le document. Mais par contre, on aura un fichier qui sera illisible en quelque sorte, non compréhensible par l'œil humain, mais qui sera donc accepté et récupéré par l'administration fiscale. Le e-reporting, on en a parlé aussi, c'est vraiment la transmission à l'administration de certaines informations, les montants des opérations, les montants de la TVA facturée pour des factures émises pour des particuliers ou pour des entreprises à l'étranger. Les opérateurs établis à l'étranger pourront eux aussi être soumis finalement à l'obligation de transmission d'informations dès lors qu'ils réalisent des opérations réputées situées en France et soumises à la TVA. Donc, les opérations qui sont situées dans le champ du e-reporting pour cela. Ça englobe aussi la notion de transmission des données de paiement qui sont relatives aux informations relevant des catégories de prestations de services. Donc, tout ce qui est services assujettis à la TVA font également partie du fameux e-reporting. Super. C'est bon pour toi, Émilie? Oui. Super. Donc, du coup, là, il va y avoir des services de dématérialisation pour débuter. Et on va voir effectivement ce qui se présente. Donc, côté sortant, ce que l'on a finalement déjà avec nos solutions,
c'est le choix du mode d'envoi parmi le flux composé. Donc, en fonction de ce que l'on souhaite faire, on va pouvoir choisir un modèle ou un autre pour transmettre ces factures. On va pouvoir notamment enrichir un carnet d'adresses avec une détection automatique des canaux sur la facture. Donc là, on est vraiment sur ce qu'on a déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, pareil, on va pouvoir faire de l'envoi multicanal de nos factures. Soit on peut déjà les dématérialiser, soit on peut les envoyer toujours en format papier, puisque pour l'instant, on a encore ce choix-là. Demain, les solutions permettront donc de faire tout ce qu'on a pu évoquer en amont. On peut également personnaliser à l'avance des templates de notification pour tout ce qui est email. On peut suivre également avec nos solutions en temps réel les envois et la délivrabilité des factures selon le canal choisi pour la transmission. Et on aura bien sûr un archivage de la facture et un tableau de bord qui nous permet de piloter finalement tout cela. Donc ça, c'est vraiment pour la partie sortante. Maintenant, on va retrouver la partie entrante pour la dématérialisation des factures. Et donc là, il va y avoir la collecte multicanal des factures qui va se faire, avec des glissés déposés, transfert d'un email directement dans la solution. On a l'imprimante virtuelle, comme quand on veut transformer un document en PDF, depuis n'importe quel logiciel, on pourra intégrer dans une solution, ou effectivement, un scan, comme on peut avoir l'habitude de le faire, et de se l'envoyer par mail, là, ça pourra atterrir directement dans la solution. Il peut y avoir un traitement, une vérification, un contrôle métier donc, qui sera fait. On peut imaginer des workflows de validation des factures. Donc là, c'est vraiment des cycles de validation pour que ça passe d'une personne à une autre ou d'un service à un autre service pour valider des factures. On le retrouve de plus en plus. Il va y avoir aussi des extractions automatiques de données comptables, ce qui va finalement être de l'aide à la saisie comptable en allant récolter des informations au bon endroit pour vous faciliter la vie. Et une fois que ça c'est fait, qu'on a tout contrôlé, il y a l'export d'un fichier FEC, un fichier d'écriture comptable, qu'on va importer directement dans son logiciel de comptabilité, quel que soit le logiciel de comptabilité, bien entendu. Voilà, il y a un paramétrage qui sera à faire, mais c'est facile. Archivage et tableau de bord qu'on pourra retrouver sur cette partie-là. Exactement. Donc ça, c'est déjà ce que l'on propose avec nos solutions en amont finalement de la mise en application de cette loi finance. DocaPost est un acteur majeur du projet de dématérialisation des factures. Pourquoi? Parce que de par ses liaisons notamment aussi avec le groupe La Poste, appréhension du projet dès sa genèse, avec la participation déjà au POC avec l'AIFE et nos clients qui sont déjà pilotes depuis 2020 et qui contribuent notamment DocaPost aux différents groupes de travail avec la DGFiP, donc la Direction Générale des Finances Publiques, l'AIFE, etc. Donc, on est DocaPost sur le projet depuis le tout début et on contribue notamment à faire évoluer les solutions en ce sens. À ce jour, aucune solution du marché ne pourra vous dire on est connecté avec, on est PDP et on est connecté avec la PPF et on a été sélectionné. Pourquoi? Parce que les inscriptions sont encore en cours et les évaluations ne sont pas terminées et les immatriculations ne sont pas faites. Donc, pour le moment, vraiment, c'est très important cette présentation aujourd'hui. Vraiment, c'était le but de vous informer sur la loi, de commencer déjà à y réfléchir. Ça va venir très vite finalement. Dès 2024, finalement, on devra tous être en capacité de réceptionner les factures au format numérique et ensuite, bien évidemment, les transmettre, mais ça viendra dans un second temps en fonction du calendrier et du type finalement de structure à laquelle vous appartenez. Grande entreprise, ETI et toutes les autres TPE, PME à partir donc de janvier 2026. Voilà. On espère avoir été suffisamment clair. Pour nous, c'est terminé. On va passer à la partie questions, bien entendu, et on vous remercie de votre écoute. Je vais couper le partage de mon écran. Donc, effectivement, on a fait le choix d'avoir une présentation relativement rapide pour qu'on puisse le plus facilement échanger. Et donc, je vais commencer les questions qui… Alors, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour que je fasse remonter à nos intervenants. Déjà, on a une idée. Où trouvons-nous les postes 6 et 7 pour mention sur les factures? C'est par rapport aux factures qu'il y avait dans le diaporama. C'est code de service exécutant et numéro d'engagement juridique du destinataire. Donc, là, ce seront des informations notamment prévues
par les finances publiques, par l'administration des finances publiques. D'accord, donc on est sur des choses officielles qui ne vont pas s'inventer, mais effectivement, il ne faut pas oublier que dès qu'on va passer par des plateformes, on aura des codes spécifiques qui feront qu'on pourra se connecter et être identifié avec des identifiants uniques. Ça aussi, c'est un élément très, très important à prendre en compte. Alors, une question très importante. Nous ne devrons plus imprimer les factures fournisseurs et clients, tout sera dans un archivage électronique. C'est bien ça. Il faudra donc investir dans un logiciel et des sauvegardes particulières. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ça? Alors oui, c'est bien ça, effectivement. Le format numérique sera le seul format considéré du coup comme le format original. Donc, on ne devra plus, ou en tout cas, on n'aura plus aucun intérêt à imprimer sa facture pour la mettre dans un classeur ou dans une boîte d'archives. Tout sera transmis de toute façon à l'administration fiscale et seul le format numérique vaudra pour original. Donc, effectivement, tout sera en format électronique. Donc, effectivement, c'est bien ça. Ensuite, investir dans un logiciel prévu à cet effet. Oui, il faudra effectivement pouvoir être en mesure de s'équiper d'un logiciel prévu à cet effet si on le souhaite. Je rappelle que le PPF, donc le portail public fiscal, de l'administration fiscale, le PPF, va pouvoir aussi archiver cette partie de facturation électronique pour une durée de conservation de 6 ans. On peut donc, soit en tant qu'entreprise, se connecter à chaque fois qu'on doit émettre une facture au PPF. On se connecte, on dépose sa facture et elle est transmise ensuite à la société à laquelle on souhaite transmettre sa facture. C'est une démarche donc qui n'est pas automatique. Il va falloir le faire à chaque facture manuellement. On ne pourra pas déposer en masse ses factures. On devra se connecter à chaque fois et envoyer ses factures. Ça, c'est finalement le service de base que l'État met à disposition demain pour la transmission des factures. Et idem pour la réception. Elles seront évidemment archivées, ces factures, donc pour 6 ans. C'est le délai d'opposition par l'administration fiscale d'une facture en France. Donc, c'est archivé pendant 6 ans. Mais de votre côté, vous devrez également archiver vos factures. Si on passe donc par une plateforme partenaire, donc PDP, plateforme privée, qui sera donc identifiée par l'État, qui aura été immatriculée, qui aura été évaluée, donc éprouvée, avec 3 ans du coup après qui sera renouvelable, mais un agrément de 3 ans. Là, on a une conservation de 10 ans de sa facture, de manière à pouvoir être opposable pendant 10 ans par un tiers. Et on pourra également passer par un OD, donc rôle que finalement, rapidement, on a, nous, côté ECLES, avec les 2 dernières slides où on parlait du sortant et de l'entrant. C'est à ce moment-là qu'intervient l'opérateur finalement de dématérialisation. Son rôle, ça sera d'archiver numériquement effectivement vos factures, en réception et en émission, et de transmettre également d'autres informations. Et je vois effectivement, Émilie, qu'on parle des particuliers. Pour les particuliers, par exemple, des anciens clients ne pourront pas recevoir ce genre de format, bien entendu. Ça concerne que de professionnel à professionnel. Absolument. Aucune obligation pour les particuliers. Exactement. Et on est vraiment sur du B2B assujetti à la TVA. Si on est dans le cadre d'un exemple, une société qui n'est pas assujettie à la TVA, une société de service, une microcrèche qui ne serait pas assujettie à la TVA, par exemple, on n'est pas dans ce cadre-là d'obligation de transmission de la facture au format électronique. Par contre, il est logique, et c'est déjà le cas, parce qu'on connaît le marché, à partir du moment où vous aurez mis un outil effectivement qui permet d'être sur la dématérialisation et du stockage, il y a naturellement une auto-éducation qui se fait sur la dématérialisation globale. Et c'est vrai qu'on va habituer tout le monde et normaliser, même finalement pour du particulier, on va privilégier un envoi dématérialisé qui se fera via des envois de liens, j'imagine. Voilà, absolument. On pourra envoyer toujours sa facture à son particulier en papier. En revanche, n'oublions pas qu'on va être tenu et obligé de transmettre un e-reporting sur cette facture à un particulier. Et cette facture devra être aussi finalement conservée de façon numérique chez nous en tant qu'émetteur. D'accord. Oui, on peut la transmettre au particulier en papier. Par contre, on doit la sauvegarder en format numérique puisqu'on doit transmettre ce e-reporting. Je refais le lien avec autre chose. C'est ce qui correspond finalement à la dématérialisation du ticket de caisse pour le particulier. Bien simplement. sûr. Et on voit bien aujourd'hui que toutes les lois qui sont en train de mettre en place sont convergentes. Elles vont toutes dans le même sens. Et pareil, aujourd'hui, effectivement, la dématérialisation de facture est intimement liée à la TVA. Donc, c'est vrai que tous les processus de formation
qui font du net, qui sont en net, ne sont pas assujettis. Mais on se doute bien qu'à terme, ils rentreront aussi dans ce processus-là. Parce que les entreprises auront mis en place des démarches de dématérialisation des factures et elles vont dire, mais moi, c'est du tout ou rien. Ce n'est pas d'un côté les factures qui sont assujetties à TVA et les autres. Donc là, il y a un petit flou artistique, mais je pense qu'il risque d'être réglé assez rapidement, mais il va falloir vraiment envisager une démarche globale. Bien sûr. Très bonne question qui arrive aussi. Si l'on facture à l'étranger, en hors taxe, en B2B, faudra-t-il passer également par la dématérialisation? Alors, on n'est pas obligé d'envoyer du coup notre facture au format électronique. En revanche, on est toujours retenu de faire notre fameux e-reporting de manière électronique. Donc, conservation de la facture en numérique et aussi envoi des données finalement structurées à l'administration fiscale à travers ce fameux e-reporting. Ce qui est important aussi à dire là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, de nombreux pays européens sont même plus avancés que nous sur cette démarche-là. Donc, c'est-à-dire que pour eux, ils seront dans l'attente d'un format électronique aussi. C'est le cas de l'Espagne, par exemple, c'est le cas de l'Italie. On n'est plus dans l'Europe, on va plus loin, mais c'est le cas également du Mexique, qui a déjà, depuis de très nombreuses années, déjà mis en place la facturation électronique et ces projets-là. Et c'est déjà bien avancé chez eux. Pareil pour l'Espagne, depuis quasiment une dizaine d'années. Si je ne me trompe pas, on est sur ces schémas-là. Est-ce que vous voyez d'autres questions? Ben moi, j'en ai une pour vous. J'aimerais bien qu'on revienne aussi, parce que là, on est assez sur la contrainte, mais finalement, quels sont les vrais avantages? Vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce qu'on peut parler un petit peu des avantages finalement de tout ça pour l'entreprise? Parce que ça va avoir un coût, ça va les obliger à mettre en place des procédures dans l'entreprise, mais finalement, quels autres avantages elles vont en tirer? Tu veux y répondre, Émilie, ou tu veux que je... Comme tu veux, on peut répondre à deux. Allez, je vais commencer. Aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, on vous apporte de l'information, mais vous vous doutez bien qu'on sait aussi vous accompagner sur la mise en place des outils qui sont nécessaires. Les entreprises qui ont voulu s'équiper, il faut le savoir qu'on les équipe depuis déjà 2020, parce que c'était prévu avant 2024, ça a été décalé. Donc finalement, toutes les structures qui l'ont mis en place bénéficient d'un outil qui, au départ, permet de stocker des documents dans un endroit qui est sécurisé, qui permet également de s'y connecter à distance, parce que c'est aussi une des vertus de ces outils-là. On peut s'y connecter partout dans le monde avec un téléphone, une tablette et un ordinateur, donc c'est vraiment facilitant. Et il y a aussi ce côté pratique, cette praticité qu'on va avoir pour classer des documents, parce qu'on peut rendre cet outil plus ou moins intelligent avec de l'automatisation. Et forcément, les documents qu'on a classés plus facilement, on va voir qu'on peut interagir avec, au même titre qu'on peut faire avec les outils qu'on a au quotidien sur le bureau. Donc ça, c'est assez sympa et ça permet de ne pas être déstabilisé avec l'utilisation de l'outil. Mais on va aussi gagner un temps considérable sur la recherche de ces factures. On ne va pas vous embêter avec des statistiques, mais aujourd'hui, le temps en entreprise consacré au classement et à la recherche de documents ou d'informations est considérable. Et là-dessus, c'est vrai que ça sera un confort pour tout le monde. Émilie, je te laisse compléter si tu vois d'autres avantages. Exactement. Après, les autres, alors bien évidemment, on ne va pas se cacher, le but premier, notamment de cette réforme, ça va être vraiment de lutter contre la fraude à la TVA. Vous allez nous dire finalement, oui, d'accord, mais moi, du coup, les avantages. Donc, effectivement, comme le disait Jérémy, un gain de temps, améliorer aussi la connaissance en temps réel de l'activité de l'entreprise, puisque toute société, on l'a dit, mais va devoir mettre à jour aussi les statuts des factures. Si c'est encaissé, si c'est rejeté, si c'est refusé. Là, la plateforme partenaire va permettre aussi de vérifier votre facture avant l'envoi à l'administration fiscale et à votre client, ce qui permettra aussi de corriger d'éventuelles erreurs sur des factures en amont de son envoi. Donc, on va gagner aussi sur ce temps-là. Donc, améliorer en temps réel la connaissance de l'activité de l'entreprise, simplifier à terme la déclaration à la TVA. On imagine très facilement aussi que les entreprises assujetties doivent passer par la facturation électronique. Les autres vont devoir faire un e-reporting. Donc, en fait, toute TVA, on va en avoir connaissance. Et donc, à terme, plus forcément de déclaration à la TVA. Et évidemment, renforcer aussi la compétitivité des entreprises, c'est aussi réduire les coûts de traitement dus aux factures et aux délais de traitement et de paiement de ces factures. En transmettant sa facture de manière électronique, déjà le délai de transmission est bien plus rapide qu'en format papier
Et le format papier, bien que format historique, a un coût important en entreprise aujourd'hui qui est non négligeable. Lorsqu'on imprime ces factures, on utilise des outils de bureau, les imprimantes, le papier, l'encre, les timbres pour la poste, une machine à affranchir, finalement, toutes ces choses-là que l'on fait naturellement aujourd'hui en entreprise. Demain, on ne les aura plus. Donc, ça va forcément réduire les coûts de traitement des factures pour les entreprises. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour ça, donc il faut vraiment en profiter. Il n'y a pas de mauvaises questions. Une question qui est intéressante, c'est est-ce que les outils, en fait, effectivement, les PDP qui seront là et ainsi de suite, permettront de rédiger les factures ou simplement de les poster? Non, ça ne remplacera pas votre ERP, donc votre logiciel aujourd'hui de comptabilité ou de gestion. On ne remplace pas l'ERP, on conserve ces outils habituels et ensuite, on a soit une connexion au PDP qui va nous permettre de faire le e-reporting, nous permettre aussi de gérer les statuts, nous permettre de se connecter aux autres plateformes, aux autres PDP, parce que nous, entreprise A, on peut avoir un PDP, les autres peuvent en avoir d'autres pas du tout, puisqu'ils peuvent passer par le PPF. Le but du PDP, c'est qu'il se connecte tout seul aux différentes plateformes et tout seul au PPF pour nous éviter aussi ces démarches-là. Donc, on ne va pas remplacer notre outil, mais simplement, c'est un canal de transmission vers l'administration publique et de transmission vers les autres entreprises. Et aussi, je complète, le PDP permettra aussi finalement d'envoyer en format papier via l'OD, via l'opérateur de dématérialisation, va permettre également de choisir d'autres canaux parce qu'on ne parle que du B2B là, mais aussi la partie B2C va pouvoir être prise en charge par un PDP. Ça aussi, c'est un avantage pour l'entreprise. Plus besoin de s'occuper d'imprimer les 4 factures restantes qu'on envoie peut-être à l'étranger ou aux particuliers qui ne souhaitent pas avoir sa facture en dématérialisation. On a une très bonne question aussi, mais en comptabilité, nous serons quand même obligés de saisir les factures de nos fournisseurs, donc de les avoir en format papier. Et c'est là où je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire pour automatiser tout ça, n'est-ce pas, Émilie? Eh oui, en comptabilité, non, on n'est plus obligé de saisir les factures de nos fournisseurs puisque ça va communiquer en fait. Le PPF va nous transmettre aussi ces informations-là. Là où interviennent d'autres outils, notamment l'opérateur de dématérialisation, on en parle avec Jérémy, nous on est déjà équipés et on peut faire cette saisie finalement des informations comptables des factures dans notre ERP. Donc là, on est vraiment sur le côté saisie des factures fournisseurs. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour finalement créer son fichier d'écriture comptable en cas de contrôle. On est en mesure déjà de le faire déjà nous-mêmes via notre outil aujourd'hui. La GED, pour ne pas la citer, le fait déjà de manière automatique si on le souhaite. Donc non, aucune finalement obligation de conserver ces factures au format papier. On a une petite remarque effectivement sur le coût du stockage qui n'est pas neutre, tant économique qu'écologique. Oui, ça c'est certain. C'est certain. Vas-y, Jérémy. Oui, bien sûr, c'est une remarque qui est louable, mais je ne parlerai pas en notre nom, je parlerai au nom de quand même d'études qui ont été faites. Aujourd'hui, oui, quand il y a un hébergement, derrière, il y a un data center. Oui, un data center, effectivement, c'est pas toujours bien vu. Il faut savoir que déjà, la première chose, c'est que le data center, maintenant, est de plus en plus utilisé et l'émission, effectivement, et l'empreinte carbone du data center n'évolue pas à la même vitesse que le stockage qu'on va aller intégrer dedans. Maintenant, l'évolution de l'empreinte est vraiment minime et de plus en plus, les acteurs qu'on va utiliser, parce qu'on est très sensible là-dessus, et notamment le groupe La Poste, parce que derrière de Poste, c'est La Poste, est quand même sensible aux data centers qui sont utilisés et là-dessus, on observe. Par contre, il y a aussi une empreinte carbone de la facture qui a été identifiée entre l'impression, entre l'envoi des mails qui également a une empreinte, l'impression qui va se faire, le transport de la facture et la redistribution. Ça, c'est aussi une empreinte qui est réelle. Maintenant, on ne dit pas qu'elle sera distribuée, que ça se fera via un vélo. Voilà. C'est pas ce qu'on veut dire, mais c'est vraiment, ça reste vraiment quelque chose de surveillé et de contrôlé. Et en termes de coûts, bien entendu, il y en a un, mais comme la plupart des structures qu'aujourd'hui on a l'occasion d'accompagner,
entre le coût de la solution et le gain de temps qu'on apporte au sein d'une structure, encore une fois sur la recherche, le classement et les interactions qu'on peut avoir sur les documents, aujourd'hui, on a très, très peu, voire pas de structures qui sont équipées de ces outils-là, qui souhaiteraient revenir en arrière, pour rien au monde. Tout à fait, et je le confirme, nous, en tant que collectivité locale, où on a été donc assujettis avant les autres, Bien Oui. sûr. mes collègues ne reviendront pas une seule fois en arrière. Et un petit point aussi que vous n'avez pas abordé, mais je l'aborde parce que dans les avantages, j'ai de nombreuses entreprises qui travaillent avec les collectivités qui me disent que depuis que Chorus Pro est en place, ils sont payés beaucoup plus vite. C'est ça. Exactement. Donc, il y a eu délais de un paiement, gain notamment. dans la gestion de la facture et dans le workflow de la facture qui fait qu'ils ont beaucoup gagné dans les délais de paiement. Absolument. Bien sûr. Parce qu'effectivement, la facture, si elle n'est pas bonne, elle est refusée d'office. Et ce qui permet ensuite de réajuster plutôt que d'attendre 2-3 semaines qu'on lui dise « Ah ben non, finalement, elle n'est pas bonne ». C'est ça. Et là, si on passe par un PDP, du coup, le PDP fera aussi office de vérification en amont de la facture. Si elle a un défaut qui est vu dessus, elle ne sera pas envoyée pour être ensuite refusée. Elle sera du coup rejetée côté émetteur. On devra la vérifier, on aura une notification avant l'envoi. Donc, effectivement, c'est une contrainte supplémentaire pour l'entreprise, mais qui est dans les tuyaux depuis longtemps et qui va dans la démarche de dématérialisation globale. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, les premiers à être impactés par ça, ça a été les commerçants, avec la loi antifraude à la TVA et donc les logiciels de caisse conformes, et ainsi de suite. Il faut voir que c'est une démarche qui est très, très globale et finalement, quand on la prend à tous les niveaux, elle converge, comme je disais, dans le même sens. Et aujourd'hui, c'était quelque chose, des choses qui étaient un petit peu annoncées, mais qui s'accélèrent, on va dire ça comme ça. Les coûts, oui, les outils auront des coûts. Si vous voulez un outil performant, aujourd'hui, il y aura des coûts. Vous trouverez toujours des petits outils gratuits, mais qui vous demanderont un peu plus de travail. Donc, la vraie question qui a à se poser là-dessus, c'est l'automatisation. C'est est-ce que je veux vraiment gagner du temps et à un moment donné, il faudra peut-être investir quelque chose et en sécurité, ou est-ce que je bricole et là, certes, vous aurez des outils gratuits, mais c'est en termes de temps et votre temps à vous qui sera utilisé. Et votre temps, c'est aussi de l'argent. Donc, je me permets d'un point de vue neutre de le dire, ça. Une question intéressante aussi, pourrons-nous faire des envois groupés où ce sera facture par facture comme Chorus? Eh bien, tout dépend de ce que l'on choisira. Si on s'équipe d'un OD connecté à un PDP, on pourra faire des envois groupés sans aucun problème. Si en revanche, on choisit de ne pas s'équiper et que l'on passe par le PPF, donc Chorus Pro demain, il faudra faire facture par facture. Donc, ouais, ce qui veut dire qu'il y a une vraie réflexion en amont sur ce qu'on veut faire, hein, et aussi par rapport aux clients qu'on a. Exactement. Et je continue. Mes clients italiens sont obligés de passer par la plateforme pour les factures électroniques. Je n'en connais pas un qui trouve cela bien. Ce plus, il y a un coût d'abonnement obligatoire à l'interface, le papier est moins cher. Une remarque. Nous, il faut savoir qu'effectivement, Chorus, aujourd'hui, est entièrement gratuit. Et dans la projection, en tout cas loi finance, le restera, hein, Voilà. le reste demain. Donc, c'est un point qui est important. C'est ça, on n'est pas obligé de s'équiper, mais effectivement, comme présidé par Lilian, à vous de voir finalement, en faisant une étude, eh bien, qu'est-ce qui est le mieux en fonction de notre entreprise. Et j'en profite également pour refaire un léger point sur la partie effectivement des applications ou des outils qui pourraient être mis à disposition. Il ne faut pas oublier qu'on parlera de votre patrimoine documentaire qui est vraiment de votre propriété et donc de passer avec un outil adapté, adéquat auquel vous aurez souscrit vous permettra effectivement de conserver cette mise en conformité également RGPD que garantissent ces outils-là, hein. Donc, c'est quand même très important et vous apporte plus de sécurité. Ok. Est-ce que le numéro de commande de l'ERP seront une mention obligatoire sur toutes les factures ou pourra-t-on enregistrer des factures en comptabilité sans commande? Alors ça, c'est côté ERP. Le numéro de la commande n'est pas une des mentions obligatoires à intégrer dans la facture à ce jour. En tout cas, c'est vraiment le numéro de facture qui, lui, est obligatoire. Après, ça, c'est plus une mécanique interne, hein, finalement.
C'est un Oui, petit peu effectivement. indépendant des mentions obligatoires demandées par l'administration fiscale. Alors, aujourd'hui, je poste sur plateforme Tungsten des factures à des clients et en tant que fournisseur, je dois payer 2,64 € par facture. Quid de la suite si cela est étendu à tous les clients? Alors, je ne connais pas la plateforme Tungsten. Par contre, ce qui est certain, c'est que demain, ce n'est pas vraiment le même procédé. Soit vous continuez de passer par cette plateforme qui finalement va évoluer aussi, qui sera PDP ou pas, donc ça à voir. Si elle ne l'est pas, il faudra choisir un autre canal de transmission de toute manière, c'est certain, ou bien passer par le PEPF qui, lui, en revanche, est gratuit. Oui, tout à fait. Et de toute façon, aujourd'hui, effectivement, Chorus Pro était vraiment plutôt très orienté collectivité, mais il a fait preuve de quand même suffisamment les résultats sont suffisamment concluants pour aussi mettre tout le monde dessus. Il était bien éprouvé, je pense, Ouais, c'est par bien ces années de éprouvé. mise en place Ouais. par les collectivités. On a essuyé les plâtres pour les Mhm. C'est entreprises. ça. Pour un petit volume de facture, moins de 100 à l'année, si on n'a pas de logiciel spécifique et qu'on fait avec Excel nos factures, est-ce qu'elles seront toujours valables? Alors, il faudra dans tous les cas que ces mentions-là apparaissent, hein, les 16 mentions apparaissent et que dans tous les cas, on soit dans un des formats qui est accepté par l'administration fiscale. Donc, le fameux format X, l'UBL ou le XML. Donc, oui, si on passe par un OD qui transforme derrière nos factures. Voilà. Il va falloir faire subir quand même à son PDF une petite transformation de format. C'est ça, c'est où on trouve un applicatif qui fera la transformation de format, mais il y aura une étape complémentaire à mettre en place. Une question aussi très intéressante, celle-là. Comment procéder pour traiter une facture fournisseur de l'étranger, du coup? Ben, on traitera toujours de la même manière parce que là, on traite la facture du fournisseur de l'étranger et ce n'est pas nous qui émettons finalement la facture à l'étranger. Donc, il faut distinguer ces deux parties-là. Là, vraiment, ce qui est assujetti en termes de reporting, c'est vraiment en tant qu'émetteur. Donc, j'émets une facture qui est assujettie à la TVA française ou pas, et soit je fais un e-reporting si j'émets à l'étranger, mais par contre, si c'est l'inverse, bah, finalement, on s'adapte au pays émetteur de la facture. Donc, ça ne changera pas finalement ce que vous faites déjà aujourd'hui, ce que vous êtes en tant que réceptionnaire là, dans ce cas-là. Tout à fait. Bon, effectivement, une remarque qui est vraie, hein, je ne vais pas dire le contraire. Sur Chorus Pro, que j'utilise couramment, le statut des factures acceptées, comptabilisées, rejetées n'est pas vraiment très pratique à consulter. Bon, de ce que je sais, ils essayent d'y travailler dessus, mais Ça travaille encore dessus. Bon, ouais. il reste encore une année, un peu moins d'une année et demie du coup pour les mises à jour. Ça ne sera pas exactement le portail Chorus d'aujourd'hui de la collectivité qui sera pris demain. On parle de Chorus Pro assurément à Chorus Pro demain, mais la plateforme mise à la disposition par l'État, bien sûr, il y aura des petits ajustements, enfin de gros ajustements même qui seront faits d'ici là. Une question qui va très intéressante aussi, est-ce que ce système va rendre obsolète tous les portails fournisseurs sur lesquels nous devons récupérer les factures actuellement? Très bonne question. Eh bien, ça dépend, oui et non, je dirais. Tout dépend si la facture… alors déjà, ça dépend de votre relation avec votre fournisseur. Il peut toujours vous demander de récupérer votre facture sur une de ces plateformes. Par contre, lui, il est obligé de la transmettre par l'administration fiscale, par un autre canal, et vous pourrez vous la récupérer aussi sur le PPF dans tous les cas. Donc, est-ce que ça rendra obsolète? Ça dépendra du fournisseur, de ce qu'il va finalement utiliser demain. Tout à fait, mais c'est vrai qu'il y avait de plus en plus de fournisseurs qui mettaient en place des Des portails plateformes d'EDI. propres à eux, qui vont devoir revoir leur stratégie derrière. Exactement. Question technique, un peu comptable, comment seront traités les frais de déplacement qui ont de la TVA, restaurant, autoroute, faits par les salariés? Bonne question. Mhm. Très bonne question. Honnêtement, là, on dépasse un petit peu le cadre, on est plus sur de la note de frais, donc pas forcément sur de la facture.
Donc, ça, il faudra voir. On n'a pas encore les éléments sur On n'a cette pas, partie-là. voilà. Il faut savoir que ce projet de loi est encore en cours. Et Oui, pourquoi il y a encore des choses qui se dessinent, hein. Voilà, il y a encore des choses qui se dessinent, notamment bien les plateformes ne sont pas encore choisies, ne sont pas encore éprouvées, ne sont pas encore en phase pilote. Il y a encore des formats qui restent à définir. Il y a encore la plateforme Chorus, pareil, de PPF qui reste à définir sur certaines parties. Le e-reporting, beaucoup aussi, beaucoup d'éléments encore flous côté e-reporting, mode de transmission, etc. Donc, il y a certaines parties de cette loi qui ne sont pas encore totalement définies. Forcément, on est à 1 an et demi à peu près de la mise en application encore. Voilà. Donc, il y a encore une bonne partie. Il y aura des mises à jour d'ici là. Il y en a déjà eu depuis 1 an. On a des changements de format qui sont acceptés, plus acceptés. Voilà, ça se précise de plus en plus, mais il y a encore pas mal de choses qui vont devoir être réglées d'ici au moins encore une année, on va dire. C'est ça. Et je le confirme, nous qui sommes déjà assujettis à Chorus Pro, pour l'instant, c'est un sujet qui n'est pas traité et sur lequel il n'y a pas d'exigence de la part de l'État. Hormis, effectivement, si on fait des notes de groupe où le restaurateur ou l'hôtelier va mettre directement la facture sur Chorus. Exactement. Là, on est dans le cadre réellement facture, idem pour des notes d'hôtel où on a des factures, mais lorsqu'on est en mode note de frais, on n'a pas encore d'exigence à ce niveau-là. OK. Pour la piste d'audit fiable, les 16 mentions évoquées précédemment sont donc les seules obligatoires. Alors, la piste d'audit fiable, c'est ce qui est déjà en place aujourd'hui. Demain, la piste d'audit fiable, finalement, ça évolue un petit peu. On ne sera plus vraiment sur ce schéma-là. Mais donc, on a évidemment ces 16 mentions qui sont obligatoires. Après, la piste d'audit fiable, ça n'évoque pas que ces 16 mentions sur une facture. Une piste d'audit fiable, c'est aussi la conservation du document et des documents de la facture, du bon de commande, du bon de livraison, du bon de réception. Donc, c'est un petit peu plus complet que limité à ces 16 mentions obligatoires sur une facture. Et voilà, et un petit rappel, parce qu'il est quand même très important, on enfonce le clou, mais l'original est la facture électronique. Si vous l'imprimez, c'est un duplicata. Tout à fait. C'est ça. Donc, très, très important. Pour les ventes en zone européenne, Chorus Pro nous permet-il d'éviter de faire des DEB ou DES auprès des douanes? Autrement dit, y a-t-il une communication entre le système et les douanes? À terme, c'est ce qui est quand même prévu pour éviter les déclarations douanières. Là, dans un premier temps, je ne peux pas vous dire si oui ou non ça sera mis en application tout de suite, mais à terme, c'est évidemment ce qui est projeté. Oui, on revient sur l'histoire de la convergence, c'est quand même très, très important. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des systèmes qui vont vous permettre, et ça va faciliter les choses, par contre, d'avoir sur un seul portail des services qui vont communiquer, des interservices de l'État. Pour l'instant, ça fait partie aussi des choses qui vont être en travaux sur les 2 années à venir, je pense, très clairement. Oui. Et comment faire si un de nos clients n'a pas de portail du style Chorus Pro pour récupérer nos factures? Si votre client est une entreprise française, il sera dans l'obligation. Il aura un numéro d'immatriculation, comme je disais, vraiment, on aura un annuaire de toutes les entreprises qui seront recensées donc par l'État entreprise française avec un numéro d'immatriculation. Alors, ce sera un petit peu transparent pour nous, mais c'est ce qui se passera dans le fond. Et toutes ces entreprises auront un numéro d'immatriculation avec ses connexions à des PDP, etc. Donc, l'entreprise française, toute entreprise française sera dans l'obligation de pouvoir avoir un accès au minimum au PPF. Ils ne sont pas dans l'obligation de prendre une plateforme partenaire. Vous n'êtes pas dans l'obligation de souscrire à une plateforme partenaire ou à un opérateur de dématérialisation. Comme on le disait, vous pourrez vous connecter à la plateforme gratuite mise en place par l'administration fiscale, Chorus Pro demain. Et donc, ça sera en émission, mais également en réception. Une remarque de quelqu'un qui me semble très intéressante et qui a l'habitude de faire de l'international par rapport à ce qu'on a parlé sur les douanes, ça veut dire que pour DEB et DES, il faudrait intégrer le code douanier de chaque article dans la facture. Alors, oui, mais n'oublions pas un élément, là, ça sera dans le e-reporting finalement qu'il faudra intégrer ces codes douaniers. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans l'obligation d'émettre et de transmettre sa facture de manière électronique à une entreprise à l'étranger. C'est dans le e-reporting qu'il faudra faire figurer ces éléments-là.
Et là, le fameux volet e-reporting est encore en travaux dans les modalités. Donc, ça, on le découvrira plus tard. Quels seront les délais de transmission du type facture émise, mais reliquat sur cette facture? Un problème intervenant, nous annulons la facture et la rééditons, comme en compta à l'ancienne. On n'a pas, nous, les données, en tout cas, sur ces délais-là. L'intérêt, c'est qu'on va être averti tout de suite. On va avoir immédiatement une notification pour avoir ces informations grâce à ces statuts. Le but des statuts aussi sont là. C'est qu'immédiatement, on va être averti d'un rejet, d'un problème sur une facture, d'un refus pour refaire sa facture. Alors, on a une remarque de quelqu'un qui, effectivement, pour les PME aujourd'hui, il y a urgence à ne rien faire pour éviter de monter par avance des usines à gaz qui ne seront peut-être pas applicables. Quand la loi sera votée, peut-être… usines à gaz qui ne sont pas applicables, excuse-moi. Quand la loi sera votée, le décret d'application publié. Alors, j'ai presque envie de dire oui, mais non. Alors, c'est vraiment ça. Oui, il y a un vrai oui et non, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez des acteurs qui sont connus, reconnus. On n'est pas les seuls. Et ces partenaires-là vont être obligés, et ça fait quand même très longtemps qu'ils sont sur le sujet, pour finalement être conformes le jour où ça sera décidé. Nous, aujourd'hui, il faut savoir, on parle pour notre paroisse, mais DocaPost fait partie des réunions avec énormément d'organisations et de groupes de travail sur cette loi-là, et sur lequel, effectivement, on mène des réflexions. Donc, il est quand même important, c'est vrai, de se rapprocher des bonnes personnes. J'insiste, on n'est pas les seuls. Maintenant, si à partir du moment où vous vous rapprochez d'un acteur qui est déjà cohérent et déjà implanté sur ce domaine d'activité-là, et ça depuis quelques années, j'ai envie de vous dire, vous serez tranquille, sincèrement. Et par contre, il est toujours préférable d'anticiper avec une mise en place d'un outil de manière progressive plutôt que de vouloir déployer un outil du jour au lendemain quand on est au pied du mur, parce que là, par contre, c'est vrai que ça se fait dans l'urgence, pas de la bonne manière, et là, je vous rejoins, ça se fera peut-être pas forcément avec le bon acteur, et donc pas forcément avec le produit qui sera adapté. Donc, vous avez raison sur le côté vigilant. Par contre, sur l'anticipation, voilà, je vous le conseille quand même. Et je reviens sur ce que vous disiez, Jérémy, qui est important, c'est qu'un projet comme ça, c'est 50% d'informatique, mais c'est 50% d'organisationnel au sein de la structure. Et oui. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas se dire que c'est une problématique seulement informatique. Il faut avoir une réflexion, et c'est peut-être le moment d'avoir cette réflexion en amont sur comment et quelles procédures on va mettre en place pour répondre à cette problématique-là. Bien sûr. Bonne question. Et comment ferons-nous en ce qui concerne les avoirs que nous faisons à nos clients particuliers? Nous serons obligés de leur donner un document papier. On reste sur le cadre du particulier, là, donc oui. C'est pas applicable. Enfin, là, le champ de la loi finance n'est pas applicable sur du particulier. Voilà. Ce qu'il faut vous dire pour le particulier, si on doit bien comprendre, c'est que comme on aura fait un grand virage sur la partie professionnelle, toutes les structures qui gèrent à la fois du particulier, à la fois du professionnel, vont homogénéiser les outils et un peu éduquer les clients jusqu'à ce qu'ils puissent le faire. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Hein. Il y aura effectivement des situations où on pourra rencontrer de la réticence, mais globalement, tout le monde ira dans cette direction-là. Après, si effectivement vous ne travaillez qu'avec des particuliers, alors là, la problématique se ne pose même pas parce que vous ne serez pas obligé de prendre ce virage de la dématérialisation. Dans tous les cas, pour recevoir des factures de grandes sociétés, SFR Orange par exemple, il faudra bien les récupérer sur Chorus Pro minimum. Soit sur Chorus Pro, effectivement, obligatoirement, soit en ayant, du coup, en amont, anticiper cela et avoir passer par un PDP ou par un opérateur de dématérialisation qui fera remonter automatiquement les factures dans son logiciel, dans sa solution. Voilà, parce qu'on est très clairement, eux, sur la partie professionnelle, ils factureront de manière électronique, ce ne seront pas de questions. Et on voit déjà sur le particulier où ils font du reporting de factures en numérique maintenant. Absolument.
Et une question qui est là vraiment entre professionnels, c'est les avoirs seront aussi à transmettre sur Chorus, parce qu'on peut se retrouver dans des situations où une facture est acceptée et après, il y a un avoir à faire parce que finalement, ce n'était pas conforme. Donc là, on va aussi se retrouver dans cette situation-là. Alors, à voir dans les modalités de la loi, là, je ne peux pas répondre avec vraiment certitude, mais a priori, si la facture n'est pas bonne, elle est refusée, elle est refaite et on réémet une facture correcte cette fois-ci. Donc ça, je pense que ça va faire partie des choses qui vont être ajustées sur les 2 ans à venir. Hein. Je pense qu'effectivement, voilà, là, on est vraiment sur ce qu'on appelle le e-voicing, donc la facture, vraiment la facture. Est-ce que les artisans sont concernés par cette réglementation? Aujourd'hui, c'est toutes les entreprises qui ont des soumises à la TVA et qui font des échanges entre professionnels. Exactement. Voilà. Par contre, bien faire la nuance entre cette obligation de stocker et réceptionner au format dématérialisé à partir de juillet 2024. Et par contre, effectivement, selon la taille de votre structure, pour l'émission de ces factures, vous serez soit sur juillet 2024, janvier 2025 ou janvier 2026. Voilà. Bon. Est-ce qu'on a fait le tour? Je crois que c'était déjà pas mal. Hein. Dans la phase de questions-réponses, ça a été assez intense. Hein. On est revenu sur certains points. Donc effectivement, grande entreprise, groupe, ETI, tout le monde sera concerné, clairement, hein, du moment qu'il y a des échanges avec de la TVA entre professionnels. Absolument. Voilà. Et du coup, selon la taille. Donc, grande entreprise, ce qu'on appelle grande entreprise, c'est avec un effectif supérieur à 5 000 salariés ou un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros. Et les ETI, c'est entre 250 et 5 000. Et dans ce cas-là, les ETI, on est sur janvier 2025 et non sur juillet 2024. 6 mois d'écart. Mais ce qui va être important, c'est attendez-vous à recevoir de la part des grandes entreprises dès le départ des factures dématérialisées. Dès l'année prochaine, absolument. Voilà. Donc ça, c'est le point peut-être qui est le plus important sur lequel il vous faut préparer, c'est déjà se préparer à la réception. Bon, bah écoutez, on a déjà fait un bon tour. Donc, comme je vous l'ai dit en préambule, je vous mets le lien vers le questionnaire satisfaction. Comme ça, si vous voulez recevoir les éléments qui ont été présentés brillamment par Émilie et Jérémy, on vous les enverra. Et dites-vous qu'on refera sans doute une intervention sur le thème, parce que comme ça va évoluer, on essayera de se tenir à jour, parce que je crois que c'est important. Hein, mais c'était important déjà aussi de vous montrer le contexte qu'il va y avoir et que vous y prépariez. Pour moi, c'est le maître mot. Il y a des échéances qui ont été votées dans la loi de finances très clairement. Ça vaut décret. Hein. Et dites-vous que la loi de finances 2024, il y aura d'autres éléments qui iront à l'intérieur. Et merci, nous, Lyon, on voulait vous remercier donc, tous pour votre participation, vos questions. Nous, c'est notre rôle de vous accompagner. Et surtout, merci de nous avoir permis aujourd'hui de faire cette présentation, Lilian. Et donc, du coup, forcément, à Laurent et Pierre-Olivier de Tarn Bureautique Conseil, qui nous ont naturellement demandé d'intervenir pour pouvoir vous apporter ces éléments de réponse. Voilà. Oui, un grand merci à tout le monde. Je voulais juste souligner pour une des remarques qu'on a eues sur la notion d'usine à gaz. On sait vous présenter des clients qui en 2 jours de formation, en récupérant la façon dont ils travaillent aujourd'hui, leur arborescence et tout ce qui était la façon de travailler chez eux avec des workflows, etc., qui en 2 jours de formation ont intégré des outils comme ceux de la Poste à travers les solutions ECLES. Donc, on n'est pas, voilà, prenez le temps de les découvrir. Je vous assure que ça va pas changer à tous votre façon de travailler. Ça va juste vous faire gagner du temps et c'est pas si compliqué que ça avec ces solutions-là de se mettre à jour avant les grands chamboulements de 2024. Voilà. Merci d'avoir pris le temps. En tout cas, vous êtes tous restés avec nous jusqu'au bout. Merci pour ça. Très bonne journée. Voilà. En complément de ce que tu dis, Laurent, c'est important. Hein. On avait une idée de la gestion électronique du document qui était une grosse usine à gaz, effectivement, il y a encore quelques années en arrière.
les éditeurs ont vraiment retravaillé, revu leur copie pour qu'elle s'adresse de la plus petite structure à la plus grande. Je pense que ça aussi, c'est un élément qui est très important. Il faut arrêter de se dire « c'est pas pour moi ». La vraie question, c'est de se dire quelle est mon utilité, quel est mon volume là-dessus et quel temps je peux gagner. Parce que c'est aujourd'hui le maître mot, c'est gagner du temps sur les émissions, mais aussi à la recherche. Donc, c'est des outils, il faut se poser un peu de questions. Je pense qu'il faut être un peu curieux pour la suite des événements. Oui. Notre rôle, c'est juste de dire, oui, l'outil vous convient, va vous faire gagner du temps. Non, ce n'est pas le moment. Non, ça ne correspond pas à votre activité. On sait aussi le dire. Voilà. Merci en tout cas pour votre temps à tous. Merci. Et sachez qu'on se rendra également disponible si certains d'entre vous souhaitent avoir des compléments d'information. C'est avec plaisir. Tout à fait. De toute façon, dans la dernière slide du diaporama qui vous sera envoyé, vous aurez les coordonnées de tout le monde. Ça, c'est un point qui est important aussi pour vous permettre un petit peu peut-être si vous avez des projets ou si justement vous voulez un petit peu aller plus loin sur des problématiques qui sont un petit peu plus spécifiques à votre entreprise, n'hésitez pas à contacter nos intervenants. Merci. Merci à tous. Merci. Une excellente journée à tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas. Lilian, on est sur les autres. Alors, ok. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Au revoir.